Otep à chacun d'entre vous, paix et bénédiction des vénérables mannes ancestrales fertiles et viriles. La force de toutes les choses ont toujours été. Je vous reçois aujourd'hui pour vous parler des bases élémentaires. Peut-être que c'est une répétition, mais on va y aller comme ça. Les bases élémentaires de la métaphysique africaine. Je vais, autant que faire se peut, m'exprimer dans un langage assez basique pour permettre à chacun d'entre vous de cerner et de concerner vraiment cette connaissance de la spiritualité ancestrale. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des bases et des sous-bases qui manquent à beaucoup de personnes lorsque ces personnes viennent sur ma chaîne et ces personnes ne changent toujours pas de paradigme. En écoutant et en entendant ce que je fais ici, j'ai décidé donc de vous apporter un complément d'information, de savoir, et nous allons voir si cela va changer quelque chose. En fait, c'est le souhait, puisque depuis des siècles, on nous a fait croire que nous n'avions pas de spiritualité ou que notre spiritualité était diabolique parce que beaucoup de personnes ne comprenaient peut-être pas, ou même les gens qui avaient compris que nous avions la pure spiritualité du monde, avaient simplement décidé de nous blacklister, de voler notre spiritualité, de l'édulcorer et de la présenter sous d'autres formes et imposer une civilisation dans un paradigme dans lequel notre réalité est occultée. Maintenant, allons-y pour gagner du temps. Lorsqu'on parle de la métaphysique africaine, il y a trois choses qu'il faut garder à la tête à la base. Une fois que ces trois choses sont bien gardées à l'esprit, le reste devient très facile. La première de toutes les choses, c'est de comprendre que dans l'animisme, c'est-à-dire la métaphysique ancestrale africaine, la base fondamentale, c'est la connaissance du principe premier. Calmez-vous, je vais vous aider à comprendre. Il n'y a pas de forme qui ne procède pas d'un principe premier. Ça, c'est la base. Toute forme est l'expression via des combinaisons simples ou complexes. Toute forme est l'expression via des combinaisons simples ou complexes. Toute forme est l'expression via des combinaisons simples ou complexes d'une identité intrinsèque qu'on appelle le principe premier. Dans la tradition ancestrale africaine, on parle également du nom premier, de la vibration première, car la spécificité d'une chose, de par sa nature spécifique, est une démonstration d'une vibration qui lui est unique, singulière et par conséquent, un principe premier, une vibration, un nom premier qui constitue sa singularité métaphysique. Ça, c'est la spiritualité ancestrale qui l'enseigne. Et à partir de ce moment, on peut le comprendre également d'une autre façon. Dans la spiritualité ancestrale africaine, on reconnaît que tout ce qui existe est du vivant, de l'ordre du vivant, de l'équilibre du vivant, de l'harmonie du vivant. Il faut bien comprendre ce que je dis. Tout ce qui existe est du vivant. Parce que pour la spiritualité africaine, il n'existe absolument rien qui ne soit pas en vie. La vie ne doit pas être interprétée comme une comparaison à la vie humaine. L'expression vie humaine est une spécificité de vie.
mais pas la spécificité de vie. Donc, les végétaux sont une forme du vivant, de l'expression de la vie. Et donc, tout ce qui existe, puisque l'existence, c'est-à-dire la manifestation dont on parlait tantôt, qui est la forme, ne peut se développer qu'à partir de la vie qui a facilité son développement. Donc, tout ce qui existe procède du principe premier, donc d'une vie singulière qui lui est spécifique, mais il y a une chose qui est certaine, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence. Donc, pour le spirituel africain, tout ce qui existe possède une âme. Il faut comprendre que la notion d'âme, c'est cette dimension énergétique, vibratoire, qui permet d'animer une forme. Ceci est tout à fait normal, puisque pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait animation. Il faut que quelque chose anime pour qu'il y ait mouvement. Ce sont des principes universels. Donc, si je constate qu'il y a du mouvement dans une plante, c'est que la plante possède une âme. On fera la discussion sur la nature de l'âme végétale, animale. On fera ce développement après. Mais là où il y a animation, vous comprenez ça? Là où une chose est animée, il faut comprendre l'animation comme une modification moléculaire, une modification dans une structure. Donc, si on peut dire qu'il y a une modification dans une pierre à l'échelle microcosmique ou microcosmique, c'est-à-dire qu'on peut, à travers un microscope, observer que, même de façon apparente, la pierre semble ne pas changer, mais au fond, il y a du changement dans la pierre. Ça veut dire, naturellement, que la pierre est animée. Il y a du mouvement dedans. Est-ce que vous comprenez? Ce mouvement n'est pas lié simplement à nos perceptions sensorielles. Ce mouvement est lié également à la possibilité que les atomes qui se sont constitués en molécules sont en déplacement, sont en mouvement et donc animés. Donc, c'est une base essentielle. Tout ce qui est animé possède quelque chose qui l'anime. Donc, naturellement, une âme. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, pour l'Africain, tout ce qui existe est doté d'une entité qui l'anime, parce qu'autrement, la chose ne peut pas exister. L'existence supposant être donc deux choses, forme et mouvement. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce qui a forme et mouvement est, disons, sous l'égide d'une animation et par conséquent d'une structure qui anime. Or, la seule structure qui anime une chose, eh bien, c'est l'âme. Donc, toutes les choses sont dotées d'une âme, donc d'une énergie d'animation, quelque chose qui les anime. Ça, c'est la première chose, la connaissance du principe premier. Et c'est d'ailleurs là que ça devient intéressant, parce que il y a une différence entre le savoir, la connaissance et la sagesse. Donc, pour l'Africain, la connaissance est liée naturellement non seulement au savoir, c'est-à-dire savoir que tout ce qui a une forme procède d'un principe premier, mais au savoir de ce savoir, c'est-à-dire à l'expérimentation de ce savoir. Et l'expérimentation de ce savoir devient une connaissance. Cette expérimentation pouvant passer par une expérimentation physique, énergétique, émotionnelle, sentimentale, mentale, méditative, contemplative, toujours est-il que lorsque la conscience de l'individu veut savoir le savoir sous une forme quelle qu'elle soit, eh bien, l'individu tombe immédiatement dans la connaissance.
Et donc, la connaissance ne peut se faire que par le principe premier. Donc, je sais que la chose a un principe premier, je conscientise ce principe premier et j'en extrais la substance via quel procédé que ce soit, par l'action, la méditation ou les émotions et tout, ça veut dire alors que je suis en train de faire la connaissance. Est-ce que vous voyez? Donc, le savoir et l'expérimentation du savoir permettent d'accéder à la connaissance. Donc, lorsqu'on dit que mon peuple périt faute de connaissance, il ne s'agit pas d'une accumulation d'informations. Il s'agit du fait de comprendre le principe premier sous-jacent à toute manifestation. Parce que lorsque j'accède à ce principe premier, au nécessaire, c'est ça le principe premier de toute manifestation, j'accède alors à la connaissance. Autrement, le reste n'est que de l'information. Mais à quel moment intervient la sagesse? Il est important de comprendre que le savoir, c'est un niveau et que la connaissance est encore un niveau. Mais que le niveau suprême, c'est le niveau du sage. C'est à ce niveau-là que l'individu fait preuve de sagesse. Mais quelle est la différence entre la connaissance et la sagesse? Oh, ce n'est pas seulement une différence, c'est un fossé énorme entre les deux. Le fait d'avoir de la connaissance ne fait pas de vous une personne sage, forcément. Parce que pour aller vers la sagesse, il faut une autre étape. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées dans la connaissance et qui sont bloquées dans la connaissance et qui perdent la connaissance par orgueil. Mais pour atteindre le niveau de la sagesse, il faut comprendre une chose. Chaque connaissance que tu prétends connaître ou que tu connais possède encore une dimension transcendante à elle-même. Donc, en résumé, la connaissance, c'est tout simplement le fait je vais le dire comment, je vais le dire d'abord dans la tradition égyptienne, c'est le fait d'être continuellement l'enfant de la déesse Isis. C'est-à-dire, c'est d'être continuellement celui-là qui recherche la transcendance de sa propre connaissance de façon continue, comme si cela n'avait pas de limite. C'est très important parce que le sage, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'informations, non. C'est celui qui est en mesure, en face même de sa propre connaissance, de chercher à la transcender à chaque instant. Et à chaque fois, de chercher à transcender encore la connaissance encore et encore. Il fera alors preuve d'humilité parce qu'il sait que cet exercice est sans fin. Et donc, dans cette, on va dire, peut-être remise en cause, mais ce n'est pas vraiment ça, dans ce cheminement initiatique qui consiste à transcender sa propre connaissance de façon continue, cela revient à considérer la connaissance comme quelque chose d'inachevé à chaque instant et que le fait de connaître une chose n'est qu'une prétention et qu'en réalité, la chose qu'on connaît, on doit toujours transcender la chose pour mieux la connaître de façon illimitée et infinie. C'est pourquoi l'individu devient sage. Il fait preuve de sagesse. C'est ce que la déesse Isis a fait. Elle est toujours celle qui fait la conquête de la transcendance de façon continue. La transcendance étant associée au dieu Osiris. Il faut comprendre ce qui fait partie de votre paradigme. Là où ça devient très intéressant, c'est que le principe premier nous offre toujours trois choses dans la spiritualité ancestrale. La première chose, c'est que grâce au principe premier, je peux accéder au savoir, je peux accéder à la connaissance, je peux accéder à la sagesse. Ce ne sont pas les trois choses, d'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, grâce au principe premier, j'ai la connaissance vraie d'une chose. Je peux donc faire une théorie, dans le sens où la théorie, le mot théo vient de Nietzsche. Nietzsche étant principe premier. Donc, je peux connaître, je peux savoir connaître une chose. Donc, ce que l'on vous offre en termes de connaissance et de sagesse,
on parle souvent de sagesse antique. Ce qu'on vous offre en termes de connaissances et de sagesse antique procède du principe premier. Et le principe premier, eh bien, c'est la vérité de la chose. Voilà ce qui est important à savoir. Donc, la première chose que le principe vous donne, c'est la connaissance. Sous-entendant, bien sûr, savoir, connaissance et sagesse. La deuxième chose que le principe premier vous offre, c'est que la connaissance du principe premier vous permet de l'utiliser sous deux aspects différents. Le premier aspect, c'est que vous pouvez utiliser la théorie de ce principe premier, un, sous forme de magie, deux, sous forme de science. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est comme une unité qui crée la dualité. Donc, le principe premier, la connaissance du principe premier, engendre irrémédiablement magie et puis science. Donc, le même principe premier, lorsqu'on fait sa théorie, le même principe premier peut nous servir à faire de la magie. Grâce à la connaissance de ce principe premier, on peut faire de la magie, mais également on peut faire de la science. Est-ce que vous voyez, on peut élaborer une théorie magique, on peut également élaborer une théorie scientifique. Et ça, c'est le principe premier qui le permet par la connaissance du principe premier. Et donc, la magie ne se fait pas en dehors du principe premier, puisque la magie, la heka, signifie tout simplement le fait de savoir combiner différents éléments en y tissant un lien sympathique. Et ce lien sympathique est toujours lié à l'amour. J'ai fait cela, j'en ai parlé dans la formation Sepuram. Mais également, étant donné que toute énergie tend à se manifester, donc à se densifier, on aura un aspect scientifique. Donc, les mêmes lois que nous appelons les lois de la science sont les mêmes lois de la magie et sont les mêmes lois qui initient la connaissance et la compréhension d'une théorie principielle. Il est clair donc pour nous qu'un principe premier a trois grands aspects: connaissance, magie et science, ou bien spiritualité, dont ça regroupe savoir, euh, euh, connaissance et sagesse, ensuite magie et science. Voilà les bases que vous devez garder à l'esprit. Dire que nos ancêtres n'avaient pas connaissance de la science, c'est faux. Ils en avaient connaissance parce qu'ils savaient ce que c'est que la voûte céleste. Vous voyez, la voûte céleste était associée à la déesse Nout, par exemple. Alors, la déesse Nout est, dans certaines légendes, désignée comme étant la vache céleste qui avale ses propres enfants. Or, ses propres enfants sont les étoiles. Donc, on nous parle là de la voûte céleste de notre galaxie. Or, notre galaxie possède cette particularité d'avaler certaines étoiles arrivées à un moment donné de son existence. On comprend donc qu'à travers les légendes se cache une dimension scientifique. Et donc, l'exploitation des légendes doit se faire sous trois aspects: sous forme de connaissance, donc de spiritualité, sous forme de magie, mais également sous forme de science. Mais ce que les gens ne font pas aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on nous parle du dieu d'Héliopolis, à savoir le dieu Atum, qui a émergé du Noun, même si on ne fait pas référence au mot Atum comme étant atome ou comme étant logos, on réalise qu'en fait, le principe par lequel Atum s'est éveillé à l'humain est un principe atomique. Et c'est également un principe associé à la conscience elle-même. Du coup, on peut élaborer toutes les théories de la conscience, et de cette théorie de la conscience, on peut élaborer la psychanalyse, la psychologie et toutes les sciences sociales, rien qu'en comprenant la théorie de la conscience. Car comment on peut faire de la société, on peut faire de la psychologie, de la philosophie et tout ça sans connaître ce que nous appelons
la conscience. Or, la conscience est Atum. Donc, nos ancêtres savaient également ce que c'est que la conscience. Mais pour mieux comprendre la conscience dans le paradigme africain, il faut comprendre les légendes. Une fois que les légendes sont maîtrisées en termes de spiritualité, on peut extraire de ces légendes-là la connaissance scientifique qui permettra d'apprécier la psychologie, la psychanalyse, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, cela montre également, lorsque vous prenez par exemple la conscience qui est associée à Atum, où on parle de l'Énéade, des 9 divinités, en réalité, eh bien, on vous parle naturellement des 9 champs de la conscience. D'où sortira le mot énéagramme, qui constitue également des champs de la conscience. Ça veut dire que la conscience peut être, je vais dire, est-ce que je vais dire répertoriée, peut être comprise dans toute sa diversité lorsqu'on maîtrise les 9 champs de la conscience. Mais est-ce que les gens ont fait l'étude de la conscience avant de créer une société, ou bien nous vivons dans une société dont le paradigme est basé sur une étude de la conscience perçue dans le paradigme japhétique et occidental? Vous voyez un peu l'enjeu. Parce que on aura beau universaliser la conscience, mais l'expression de la conscience passe forcément par ce qu'on appelle l'identité, qui est en relation avec le cultuel et le culturel de chaque géospiritualité. À partir de ce moment, il faut appréhender toutes les sciences de la conscience. Et quand je parle des sciences de la conscience, je parle des sciences sociales, de toutes les sciences qui fondent la société. Toutes les sciences de la conscience doivent tourner forcément autour d'un paradigme bien précis qui est associé à une géospiritualité. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'on fait, disons, le développement de la conscience, puisque les éléments de la conscience permettent de faire le développement de la conscience. On fait le développement de la conscience du peuple africain avec des paradigmes d'une autre conscience. Est-ce que vous voyez? La perception qu'un occidental aura de l'âme humaine sera toujours différente de la perception qu'un Africain aura de l'âme humaine et de la perception que le peuple sémitique aura de l'âme humaine. Voilà un peu comment les choses se présentent. Tout est question de paradigme, tout est question d'identité. C'est là la force de l'identité. Car l'identité ne peut pas se détacher de ces 3 éléments, à savoir la spiritualité, la magie et naturellement la science. La science sera le parachèvement qui va démontrer les diversités culturelles, mais dans une forme d'unité. Car les lois de la science étant des lois, disons, universelles, c'est la science qui vient sanctionner les différents paradigmes en les unifiant. Il faut bien comprendre comment les choses marchent. Vous voyez donc que la spiritualité ancestrale, elle est basique. Maintenant, comment faire ça au quotidien? Ça veut dire que pour l'Africain, l'eau est de l'eau, mais l'eau n'est pas de l'eau. C'est à la fois de l'eau et quelque chose d'autre. Vous voyez un peu? D'où je ne peux pas me limiter à la définition de l'eau. Si je me limite à la définition de l'eau, je bloque ma conscience et je ne lui donne plus une autre perception. Et donc, quand j'approche un arbre, c'est un arbre et en même temps, ce n'est pas un arbre. C'est un arbre, mais en même temps, quelque chose d'autre comme un arbre. Car l'arbre que je perçois n'est qu'une réalité issue d'un ensemble de combinaisons énergétiques appelées âmes, mais qui possède également un principe premier qu'il a initié. Est-ce que vous voyez? Le principe premier étant la vie spécifique de cet arbre. Car le fait qu'un arbre soit unique en son genre montre qu'il y a une vie spécifique unique qu'il a engendrée. Donc, la vie est universelle, mais l'universalité de la vie qui fait l'unicité de la vie n'empêche pas la vie d'être singulière et unique dans chaque forme. Je vous l'explique à nouveau pour que vous compreniez bien que nous sommes le fondement de la métaphysique. La vie est unique,
universelle, on est d'accord. La vie est unique, ou la vie est une, si vous voulez. Par le fait que la vie est une, la vie ne pouvant pas manquer à sa propre loi d'être une, initie les formes en respectant l'unicité de sa propre nature, créant ainsi, à travers une forme, l'unicité de vie associée à une forme. Ce qui fait que, de par une forme, vous voyez, que je prenne un arbre de la même espèce avec un autre arbre, je dirais que c'est des arbres, peut-être des figuiers, mais en réalité, entre les deux figuiers, chaque figuier est unique. Ça veut dire que la vie elle-même, de par son unicité, crée des choses uniques, rendant ainsi le principe d'unicité vérifiable, véritablement, certainement, dans chaque forme de vie. Donc, chaque forme de vie est unique, démontrant ainsi l'unicité de la vie, pour ceux qui comprennent ce que je dis. À partir de ce moment, eh bien, je comprends que, excusez, à partir de ce moment, je comprends que la vie étant unique, la vie est le principe premier de chaque forme parce que chaque forme est issue d'une vie unique et cette vie unique devient le principe premier. Mais si cette vie unique devient le principe premier, c'est que je peux communiquer avec cette vie parce que en réalité, je communie déjà avec cette vie dans la vie universelle et le caractère universel de la vie n'empêche pas l'unicité de vie dans chaque forme. C'est là le principe de l'un et du multiple applicable uniquement à la vie. La vie étant Amon, ainsi désigné par nos ancêtres. C'est pourquoi il disait Amon aux noms multiples. Les noms étant les principes premiers. Amon aux principes multiples. Puisqu'en réalité, eh bien, la vie est l'unique principe constitué d'une infinité de principes. Tout cela, vous l'étudierez au fur et à mesure dans la métaphysique ancestrale. Pour vous dire en clair qu'aujourd'hui, tout Africain, lorsqu'il veut vivre dans le monde actuel, doit rechercher premièrement la connaissance. La connaissance issue ou liée ou en relation avec son identitaire. Car il n'y a de véritable connaissance qu'en relation avec son identité. Je le précise. Toute connaissance en dehors de l'identité est une information intéressante, mais cela ne fera pas de la connaissance, puisque l'individu sera incapable de renaître de lui-même dans la mesure où, eh bien, cela, ce qu'il acquiert, ne relève pas de son identité. Tant que cela ne relève pas de son identité, il n'y aura pas de renaissance intérieure, puisque ce qu'il cherche à connaître doit avoir un écho en lui, de telle sorte qu'en lui et la connaissance, eh bien, les deux s'engagent dans un cheminement transformationnel. Donc, recherchez d'abord le savoir ancestral, qui est en relation également avec le savoir endogène et qui caractérise votre identité culto-culturelle. Et donc, c'est là que vous pouvez dire « je connais ». Pour finir sur ce point, il n'y a pas de connaissance en dehors de la connaissance de soi, car toute forme de connaissance est toujours en relation avec la connaissance de soi. Mais comment alors prétendre que le fait d'aller savoir ou prétendre connaître d'autres choses qui ne relèvent pas de votre identité, eh bien que cela peut faire la connaissance de soi? Ça ne fera jamais la connaissance de soi. Ça fera de la connaissance. Peut-être même là, ce n'est pas connaissance, puisque dans la connaissance est lié le mot naissance. On doit naître de soi-même. Ça impose une naissance à l'intérieur de soi-même. Et donc, l'autre, c'est simplement un ensemble de savoirs qui peut être agréable pour le mental, mais on sent au fond qu'il n'y a vraiment pas eu de transformation. Lorsque vous recherchez la connaissance de votre identité, enfin, la connaissance des connaissances qui relèvent de votre identitaire,
La deuxième étape, c'est la magie. C'est de savoir que la magie, elle est très facile. C'est l'art de combiner les principes premiers. Ça veut dire que je peux pratiquer la magie dans ma vie au quotidien. Je vous donne un exemple de magie très pratique. Je connais une personne qui s'appelle X. Je connais une autre personne qui s'appelle Y, une autre personne qui s'appelle Z, une autre personne qui s'appelle, voilà. Supposons que je connais des gens dont tous les prénoms commencent par toutes les lettres de l'alphabet français. On est d'accord, là, c'est plus simple, n'est-ce pas? Alors, où se trouve la magie? Je vais vous l'expliquer de façon BA basique, élémentaire. La magie, c'est lorsque je prends les lettres de l'alphabet, suivez-moi très bien et vraiment très bien, lorsque je prends les lettres de l'alphabet, rappelez-vous que j'ai présenté les lettres de l'alphabet comme étant chaque individu qui m'entoure. Ça peut être des hommes, des femmes, de n'importe quelle race ou de n'importe quel peuple. Mais ça peut être aussi, hein, je dis n'importe quoi, des animaux, des plantes ou des événements, des situations. Élargissez le champ de conscience. Élargissez Atum dans son implosion. D'accord? C'est une métaphore. Alors, la magie intervient lorsque je suis en mesure, avec les lettres de l'alphabet, d'écrire un mot, de construire une phrase. Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Je vous l'explique encore de façon BA basique. Sachant que toutes les lettres de l'alphabet représentent des individus, l'art que j'ai de savoir combiner les lettres pour former un nom. Autrement dit, si j'ai l'art de combiner telle personne qui s'appelle tant à telle autre personne qui s'appelle tant, à telle autre personne qui s'appelle tant, dans un ordre précis, c'est de la magie parce que lorsque je fais ça, j'obtiens quelque chose en retour. Lorsque je peux, par exemple, je prends ça dans le cadre humain, mettre, c'est une forme de pensée, hein, mettre en relation Komlan, Kodjo, Afia, Afiavi, ou, vous voyez, Joséphat ou Pierre Lebrun, qu'est-ce que je fais en ce moment? Ben oui, punaise, je fais de la magie. Parce que chacun étant une unité principielle, je relie une unité principielle à une autre unité principielle, à une autre unité principielle, pour créer un lien sympathique entre eux tous, capable de produire pour moi quelque chose d'essentiel. C'est ce qu'on fait dans une entreprise. Une entreprise est une instance magique parce que je crée des zones dans lesquelles les gens, en relationnant les uns avec les autres, finissent par produire quelque chose dans la création, c'est-à-dire produire une activité commerciale. C'est également de la magie. Vous ne le voyez pas, n'est-ce pas, sous cet angle-là? Exactement. Donc, quand on parle souvent de magie, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, car la magie est scientifique. Tout comme elle est spirituelle, elle est scientifique. Est-ce que vous voyez? Tout comme la connaissance est spirituelle, elle est magique. Vous voyez, il y a une interrelation entre les trois. C'est le triangle de base. C'est le triangle du pyramidion de la pyramide. Troisième chose pour finir, c'est la science. La science a quelque chose de magique. Et plus la science évoluera, elle deviendra purement de la magie. Car là où il y a de la science, il y a de la magie et il y a de la spiritualité. Car toutes les sciences aujourd'hui, quelles qu'elles soient, tous les domaines scientifiques, quels qu'ils soient, sont nés de la spiritualité. Aucune théorie n'est née en dehors de la spiritualité. Cherchez bien et analysez. Ah, une pomme est tombée sur ma tête. Oh, j'ai découvert une loi. Bon, si ça vous plaît de le faire comme ça, c'est tant mieux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien comprendre que les Africains doivent maintenant retourner à leur identité et au savoir ancestral pour en extraire les trois aspects, spiritualité, magie et science, pour construire leur vie. Vous avez maintenant connaissance de ce que j'appelle la base ou les bases élémentaires de
la spiritualité ancestrale. Maintenant, dans la spiritualité traditionnelle, on donnera un nom à ces principes premiers. Est-ce que vous voyez? Par exemple, les 4 principes que nous connaissons sous le nom de l'eau, l'air et tout ça, on leur donnera des noms, des divinités. Parce que là, on va le faire dans une autre capsule. On va vous expliquer la différence qu'il y a entre un Dieu et une divinité pour que vous compreniez bien de quoi il est question. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et j'espère que cela vous a aidé à mieux clarifier votre conscience. Donc, quels que soient les problèmes que vous avez dans la vie ou quelles que soient les choses que vous aimeriez faire pour les régler, ne vous écartez jamais de ces 3 choses. Et la première de toutes les choses, je vous en prie, recherchez la connaissance. Quel que soit le problème que vous avez, ne cherchez pas à résoudre le problème. Cherchez plutôt à avoir la connaissance du principe premier du problème. Parce que c'est ainsi que vous guérirez définitivement du problème, parce que vous aurez son principe premier que vous manipulerez à chaque instant lorsque le problème arrivera. Mais si vous dites, oh, Bokana, il faut me sauver, il le fait. Non, le problème n'est pas résolu, il est déplacé. Et il peut se convertir en des problèmes plus complexes. Seule votre connaissance apporte une dimension transformationnelle à vous-même et par conséquent à ceux qui vous entourent, car les choses qui vous entourent ne sont que des planètes gravitant autour du Soleil que vous êtes. Merci. Paix à vous.